Et aujourd'hui, nous accueillons Jean Roche. Alors, Jean Roche, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours, de qui tu es, de ton parcours professionnel, scolaire, etc. Eh bien, d'abord, bonjour. Je suis né en 1952 dans une province qui s'appelle le Forez, on va dire à 60 kilomètres à l'ouest de Lyon. Alors, j'ai fait des études chez les maristes. Je me sentais attiré par une filière lettres. Oh, ça s'est passé bizarrement, on m'a orienté vers une filière sciences. J'ai presque une licence de physique. Je me suis toujours dit que j'aurais mieux fait de peut-être de faire lettres, même si les sciences m'ont apporté beaucoup de choses. Après, eh bien, cela m'a permis au moins de passer des concours qui m'ont permis d'entrer à la Poste, puis à France Télécom, où j'ai fait l'essentiel de ma carrière. Les choses les plus intéressantes que j'ai pu y faire concernaient la communication d'entreprise, communication interne et Euh, externe. Tout ça, c'est Euh, bien, bien, bien. que puis-je en dire d'autre? Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené, comment es-tu arrivé à la cryptozoologie? Alors, la première étape, ça a été Tintin au Tibet, comme beaucoup, je pense, Oui, tout à qui fait. m'a fasciné, et même la première fois, une nuit blanche, parce que j'étais terrifié. Terrifié par Tintin au Tibet. Ah oui, j'avais 6 ans. Ça me rappelle un parallélisme. Moi, ça a été la bête du Gévaudan. Donc, tu vois, à 7 ans. Donc, ça a été... Voilà. Mais encore, dis-moi. Ensuite, je ne sais plus quand, je suis tombé à la bibliothèque universitaire, les sciences même à tout, sur Bernard Ruvelmans, donc la piste des bêtes Sur la piste de oubliées, Fields. Oui, oui. qui m'a fasciné. Bon, je n'avais plus peur. Ce stade était passé. Et qu'est-ce qui t'avait fait peur dans Tintin au Tibet? Le Yeti? Donc, ça m'a aussi fasciné. Depuis, je me demande même si ça n'a pas contribué à me faire rater ma licence parce que c'était tellement plus intéressant. Et ensuite? Ensuite, ben, je me suis documenté, pendant pas mal d'années, je me suis documenté passivement. J'ai un peu correspondu avec Bernard Ruvelmans. Oui. Qui est, rappelons-le, le père de la cryptozoologie, qui était un zoologiste, il est décédé en 2001, qui était un zoologiste d'origine belge, n'est-ce pas? Comme nous le savons. Peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, mais enfin voilà, dans le milieu, nous le savons. Alors, Voilà. toujours avec lui, autre étape importante en 1974, quand est sorti L'homme de Néandertal est toujours vivant. Et Oui. là, j'ai de nouveau eu peur. Une Ah nuit bon? encore. Peur de quoi exactement? Ah, je ne sais plus, mais j'ai très mal dormi. Non, même, je peux même dire peur d'en rencontrer un, alors que je n'imaginais pas du tout à l'époque que je pourrais en rencontrer un. Ah bon. Je n'en ai pas vraiment rencontré depuis d'ailleurs. Peut-être des traces. On va y venir. Alors, Donc en ouais. 1998, nouvelle étape, à force de me documenter, de correspondre, je suis tombé sur un article de Bernard Heuvelmans, toujours lui dans VSD. Il y avait une carte sur les apparitions de Bigfoot qui m'a sidéré. J'étais encore à ce moment-là sur l'idée qu'il ne pouvait en exister qu'au fin fond des forêts et des montagnes les plus sauvages. Et il a montré aux quatre coins des stats, y compris dans le Minnesota. Je me suis rappelé d'une certaine histoire de l'homme congelé du Minnesota qui m'avait aussi fasciné. Et donc, Qui- Et qu'il avait reprise d'ailleurs dans L'homme de Néandertal voilà, est j'aurais toujours dû le vivant. dire. Voilà. Tout à fait. Donc, je me suis rappelé que l'homme qui détenait le fameux homme congelé, dont j'ai parlé dans d'autres de mes prestations à Dinan, avait Oui, oui. raconté à une certaine époque une histoire que Bernard Evelmans avait jugé totalement abracadabra, impossible,
délirante, fumeuse. Et apparemment, tout le monde avait jugé de la même façon. Et Mhm. je suis tombé sur un détail qui m'a fait penser qu'il pouvait y avoir néanmoins du vrai. Et c'est quoi ce détail en question? Le détail, c'était que dans l'histoire racontée par le Frank Hansen, celui qui Oui. présentait ce fameux bonhomme congelé à travers les États-Unis et le Canada, avait raconté qu'il l'avait abattu pour se défendre en le trouvant avec sa famille, je suppose que c'était sa famille, en train d'étriper un cerf. Or, j'étais tombé en me documentant sur le Bigfoot en général, sur beaucoup d'histoires rassemblées par un homme qui s'appelle Matt Moneymaker, de Et qui est Bigfoot le qui patron éventraient des du... cerfs. Et encore à Donc, ce jour, la première histoire alléguée de Bigfoot éventrant un cerf, c'est celle racontée par Frank Hansen pour moi. De jeunes cerfs, je précise. Un cerf adulte, il résisterait peut-être. non, ça dépend lesquels, parce que s'il s'agit du cerf de Virginie ou du cerf mulet, ce sont des animaux qui ont la taille un peu plus grande qu'un chevreuil, un peu plus massif qu'un chevreuil, mais dans cet ordre d'idée-là. Alors ça, c'est fort possible, hein. Voilà. Tandis que le cerf wapiti, c'est vrai qu'il est beaucoup appelé elk, et il est beaucoup plus grand et correspond un petit peu à nos cerfs élafs, à nos cerfs rouges. Mais s'il s'agit d'un cerf de Virginie ou d'un cerf à queue noire ou cerf mulet, c'est tout à fait possible, hein. Il ne faut pas que ce soit un adulte, hein. Bon, à partir de là, ça a commencé ma période vraiment active. J'ai correspondu beaucoup avec Dmitri Mayanov. Ça m'a conduit à traduire son livre sur les traces de l'homme des neiges russe. Mhm. Dans la foulée, j'en ai profité pour placer mon ouvrage à moi que je désespérais de placer puisque je n'ai pas trouvé d'éditeur, c'est l'éditeur qui m'a trouvé. Bien. Et donc, Et, c'est ainsi que j'ai publié Sauvages et velus, tout à fait. où j'ai lancé, je peux le montrer après tout. Voilà, on le voit plus ou moins, ne bouge pas, recule-le un peu, voilà, voilà, ça, voilà, on le voit, plus ou moins, il n'est pas très bon, mais bon, on le trouve facilement sur Amazon, hein, encore Exactement. actuellement, je l'ai encore vu, voilà, Tout c'est pas un hasard, j'en ai ouvrage quelques difficile. exemplaires encore. Oui, mais c'est pas un ouvrage difficile à trouver. Je sais, je sais, je sais. Donc voilà. Et dis-moi maintenant, de quoi vas-tu nous parler lors de ce colloque Il me semble que tu vas nous présenter deux sujets. Alors, Donc voilà, dis-nous en quelques mots, afin que le spectateur ait envie de venir au colloque quand même. Dis-nous un petit peu de quoi il s'agit. Donne-nous un petit peu l'eau à la bouche afin qu'on ait envie d'y aller. alors, Moi, j'y serai, bien sûr, puisque je suis l'organisateur, j'y serai. Mais enfin, voilà. bien sûr. Bon, alors, le premier sujet, c'est un peu une réflexion de fond, un peu les bases pour les gens qui ne les connaîtraient pas vraiment, sur les représentations préhistoriques, antiques, aussi bien représentations picturales que dans les mythes, ou dans les témoignages, puisqu'il y a quelques témoignages, dont celui de Scylla rapporté par Plutarque. Bon, Je les suppose que tu... habitués de ce dossier connaissent. Oui, je suppose que tu vas bien sûr nous parler de la légende de Gilgamesh et Et nous la aussi, rappeler un petit peu, avec, du bien moins la entendu, partie. et des Voilà. échos qu'elle peut trouver, repérés par Boris Porchnev dans des témoignages beaucoup plus récents. Et aussi, c'est ce que je suis en train d'approfondir, je n'y pensais même pas au départ, les hymnes homériques. Bon, ce sont des hymnes attribués à Homère, attribution contestée, peu importe, Oui, oui. qui parlent de la vie des dieux et des nymphes dans les montagnes. Et il y a beaucoup de choses intéressantes. Autre chose dont auquel je ne pensais pas et qui donne une autre piste intéressante, y compris avec des témoignages actuels, ce qu'on appelle les ghouls ou les guilanes, puisque c'est le pluriel selon Bernard Revelmans. Donc
C'est le grand méchant loup dans le folklore arabe. Et ce sont des femmes ou éventuellement des hommes qui ont la réputation d'aller manger les morts dans les cimetières. Des dévoreurs de cadavres. Et on trouve des histoires récentes. J'en ai une histoire de Bigfoot et une histoire rapportée aussi par Dmitri Bayanov et aussi par Porchnev d'ailleurs, qui suggèrent que les HSV, puisque j'ai employé ce sigle par commodité, peuvent être intéressés par les cadavres humains. Bah, écoute, tout charognard est intéressé, tout animal et tout carnivore ou tout omnivore, pensons à l'ours, est intéressé par la découverte d'un cadavre. Ça fait de la viande à bon marché quelque part, hein. Même si je n'ai pas du tout envie de choquer l'auditeur, c'est quand même de la viande à bon marché qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas chasser, qui est, je vais dire, si je peux m'exprimer, qui est livré sur un plateau. Donc voilà. Oui, mais pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas en parler justement, puisque probablement que nos ancêtres l'étaient peut-être aussi, nos lointains ancêtres charognards, à l'occasion. Et bon, voilà. Quand le cadavre est encore frais, est encore je veux dire comestible entre guillemets. Bon, pourquoi pas, hein, c'est de l'énergie qu'on a économisée, c'est ce qu'il ne faut pas chasser. Bon. Donc, pourquoi pas. L'autre sujet dont tu vas nous parler, de quoi il retourne? Et donc, j'ai rassemblé des réflexions que je poursuivais depuis des années. Il se trouve qu'il y a un certain nombre de pathologies humaines, pour nous, qui parfois interfèrent de façon très diverse avec le dossier HSV. Alors, je précise que je vais montrer des images qui ne sont pas forcément agréables à regarder. Et c'est quoi comme pathologie, par exemple ? Alors, premièrement, l'autisme. Pourquoi l'autisme ? Parce qu'il y a un certain nombre d'enfants sauvages signalés au cours des siècles, notamment dans le livre de Lucien Malson, qui présentent plus ou moins, c'est très net, des caractéristiques d'HSV. Et en même temps, beaucoup d'entre eux présentent des caractéristiques d'enfants autistes, et il y en a un dont Boris Porchnev parle en détail, qui présente les deux. Alors, est-ce que cet autisme est dû à l'isolement, ou bien ça peut être l'isolement, puisqu'on sait que l'isolement peut provoquer cet effet chez des enfants élevés à part. Il y a d'autres facteurs qui peuvent le provoquer. Ou bien est-ce que ce sont des enfants qui auraient été abandonnés parce qu'ils étaient autistes? C'est possible, c'est tout à fait possible, mais y compris des enfants HSV d'ailleurs. Ah bon. Pourquoi pas? Puisqu'il y en a un qui présente très clairement les deux ensembles de caractéristiques. Le garçon de Kronstadt qui est décrit avec des données très longues selon Porchnev. Qui a été décrit au XVIIIe siècle, si mes souvenirs sont bons, par un médecin dont on ne connaît pas le nom, me semble-t-il, ou je me trompe. Voilà, et qui fait une description très précise de l'individu. La description physique ne laisse guère de doute, ou alors il a vraiment un ensemble par hasard, un ensemble de caractéristiques très bizarres. Soit dit en passant, le livre classique en français, c'est celui de Lucien Malson, Les enfants sauvages. Il parle de ce cas, mais il ne le décrit absolument pas. Alors, il y a un autre livre qui est L'homme en friche, dont tu connais peut-être le titre, qui en parle longuement. Et puis, il y a eu un dernier livre sur les enfants sauvages il y a quelques années, dont le titre m'échappe et l'auteur m'échappe pour le moment, qui est un médecin qui a écrit ça. Il écrit sous un pseudonyme d'ailleurs.
qui conteste tout à fait toute l'existence des enfants sauvages, en disant que tout cela n'a jamais existé, que tout ça, ce n'est qu'une fumisterie. Il reprend le cas bien connu d'Amala et de Kamala en Inde dans les années 20, en disant que c'était justement des enfants arriérés, qu'on a fait passer pour des enfants sauvages, et que c'est une grande fumisterie, une grande escroquerie, et morale et financière. Bon, mais le seul problème avec ce livre, c'est qu'il ne met pas de bibliographie. Il dit qu'il a eu des documents, mais il ne met pas de bibliographie. Alors ça, c'est un peu embêtant, quoi. C'est un peu embêtant. Voilà. Je ne sais pas si tu vas aborder ce problème-là, mais voilà. Voilà. Ce que je peux dire, c'est qu'Amala et Kamala, je n'y ai jamais tellement cru en tant qu'enfant sauvage. Alors qu'il y a d'autres cas plus nets. Pas forcément autistes d'ailleurs. On sait bien, bon, dans l'histoire, pour résumer un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas le sujet, que ce sont deux enfants qui ont été capturés dans une tanière de loups, de loups indiens, donc de loups rouges, qui sont un peu plus petits que les loups, le Canis lupus que nous connaissons, et que ces enfants ont été capturés en 1920 par les hommes d'un révérend, le révérend Singh. Kamala avait à peu près 8 ans, si mes souvenirs sont bons, c'était estimé, et l'autre, Amala, devait avoir 1 an et demi, on les estime comme cela. Alors, il fait une longue description dans son rapport de cette capture. Il fait une longue en disant que des villageois avaient eu peur de monstres, que ils étaient rendus là-bas dans la tanière, que les loups avaient tenté de défendre les monstres en question, qui s'étaient révélés être 2 fillettes. Ils l'ont ramené, Singh les a ramenés dans son orphelinat, les a tenté de les rééduquer. C'est ce qu'il dit, en tout cas. Il se fait que Amala est morte très jeune, à peu près 1 an plus tard, et que Kamala, elle est décédée d'une bêtise, d'une grippe ou je ne sais plus de quoi, à l'âge de 17 ans. Voilà. Et qu'elle a fait une évolution, mais très limitée de ses capacités. Elle était capable d'aller transporter de l'eau, mais ça ne dépassait pas grandement ses capacités-là. Bon. Voilà, alors il y a des photos qui viennent à la pluie, on voit ces enfants courir à 4 pattes, etc., nus, etc. Bon, et voilà, c'est un cas qui est repris chez Malson aussi d'ailleurs, hein, Amala et Kamala, mais qui est contesté par ce médecin en disant qu'en fait c'était des enfants qui n'étaient pas du tout des enfants sauvages et que c'était une construction et une grosse escroquerie cette histoire-là. Voilà. Mais il ne cite pas ses sources. Alors ça, c'est un peu embêtant. Simplement, il dit qu'il a été en Inde, qu'il a été enquêté en Inde, qu'il a retrouvé des documents, mais il ne cite pas ses sources, ce que je trouve un petit peu ennuyeux, malgré tout. Et qu'il ait écrit sous un pseudonyme, ça me semble embêtant aussi. En tant que médecin, ça me semble embêtant aussi. Voilà. Voilà. Bien, à part ça, ensuite, oui, dis-moi. Pardon. Bon, la deuxième, c'est l'acromégalie. Alors, pour ceux qui ont lu Bernard Ruvelmans, l'homme de Néandertal est toujours vivant, il signale que certains traits de son homme congelé pourraient faire penser à cette pathologie, mais d'autres pas du tout. C'est quoi l'acromégalie? Parce qu'elle, entre autres choses, elle donne une largeur d'épaule exceptionnelle, une mâchoire lourde, mais avec un menton, des arcades sourcilières hyper développées, un front qui peut être très fuyant. Bon, il y a un cas qu'on connaît dans le cadre de la cryptozoologie, c'est le boxeur Nikolai Valouev. Ah, moi, je ne le connais pas. Donc, c'est un champion de boxe qui s'intéresse aussi aux HSV en Sibérie. Bon, il mesure 2,10 m ou 2,20 m, je ne sais plus, ce qui est courant dans les cas d'acromégalie, mais pas systématique. Et ça peut donner aussi des mains larges, des pieds larges, donc beaucoup de caractéristiques d'HSV, ce qui fait qu'il y a qu'on a suivi des pistes en disant ce monsieur c'est quelqu'un qui devait avoir c'est pas possible, sa mère a dû fauter avec un sauvage poilu quelque part. En fait, ça pouvait s'expliquer aussi par une acromégalie plus ou moins prononcée. Il y a des cas extrêmes
Ne dévoile pas tout ton exposé, s'il te plaît. Simplement, je voulais simplement préciser ce qu'était l'acromégalie, parce que c'est un terme que je suis sûr qu'on n'entend pas couramment autour de soi, et ça, c'était important. Le rapport qu'il a avec les HSV, ben ça, je crois qu'on verra plutôt dans ta conférence. Le sujet, la pathologie suivante, c'est quoi? Alors, je ne sais pas si on peut parler de pathologie, c'est tout bêtement l'hypertrichose qui fait voilà. Qui est? qui, C'est quoi qui fait qu'on a des poils partout. D'accord. Donc c'est un petit peu ce qu'on appelait au 19e siècle les hommes chiens et compagnie. Exactement. Qui ont été présentés chez Barnum et dans d'autres cirques. Pour ne pas confondre avec les femmes à barbe, par exemple, ça c'est l'hirsutisme. Elles ne sont pas poilues partout, elles ont simplement la pilosité d'un homme. D'accord, ok. Bonne précision parce qu'on pourrait s'imaginer qu'hirsutisme et hypertrichose étaient la même chose. D'ailleurs, tiens, pour l'hypertrichose, il y a un épisode d'Esprit criminel qui en parle. Ça s'appelle Le Loup-garou d'ailleurs, qui présente un cas d'hypertrichose. Un double cas d'ailleurs, un frère et une sœur dans un des épisodes en question. Je sais plus de quelle année, mais c'est pas un épisode récent. Tu connais la série Esprit criminel, je suppose? Non, je ne la connais pas. Tu n'en connais pas. À propos du loup-garou, c'est quand même quelque chose de complètement différent. Oui et non peut-être, mais enfin en tout cas là dans cet épisode-là il y a un problème d'hypertrichose dans le feuilleton, mais enfin bon dans l'épisode. Mais bon, on va pas parler de l'épisode ici, je ne le connais plus par cœur. Je crois que je l'ai vu 2-3 fois, mais je ne le connais plus par cœur toute la trame, ça n'a aucune importance de toute façon. Voilà. C'était pour donner un exemple pour ceux qui connaissent la série, se souviennent peut-être de cet épisode-là. Bien, alors, eh bien, Jean, je te remercie et moi, j'espère que on va se retrouver bien sûr le 16 et 17 avril à Dinan. J'espère que ceux qui nous écoutent également viendront t'applaudir, t'écouter plutôt.